throws for the end zone. Olsen, touchdown! Smith scores, and the Carolina Panthers win in overtime. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce 95e épisode du podcast. Thomas au micro et ce soir en compagnie de Guillaume et de Franz. Bonjour messieurs, comment allez-vous ? Bonsoir Thomas, bonsoir Franz, bonsoir à toutes et à tous. Ça va très très bien ma foi. Une fin de saison plus tard que ce qu'on espérait en début d'année, et enfin ce à quoi on s'attendait en début d'année. Et peut-être un peu plus tôt quand même que ce qu'on aurait espéré, mais ça va, on va pas trop cracher dans la soupe comme on dit. Salut les gars, salut tout le monde. Bah écoute, très très bien, très très bien. Franchement, zéro frustration, zéro déception. Franchement, en sortir de ce match, je suis d'attaque, même presque. J'ai presque envie d'être en septembre, dis donc. Ouais, exactement. Voilà, vous avez un peu évoqué le sujet. Donc c'est un one and done pour nous en playoff cette saison. Je dis cette saison, mais ça fait quand même quelques temps qu'on n'y était pas retourné. C'est une défaite pour nous contre les Rams, donc sur le score de 31-34. Un match où on a eu un peu peur au démarrage parce que ça commence quand même assez mal pour nous. Puka Nacua, voilà, on connaît la qualité du joueur. Et ben voilà, il marque un touchdown dès le premier drive. Voilà, il fait son show un peu sur le drive complet. Ça marche assez bien pour lui. Ensuite, on va avoir le droit à une interception de Bryce Young, donc une passe qu'il avait tentée pour Jalen Coker. Donc Jalen Coker qui s'arrête un tout petit peu tôt. La passe de Bryce qui est trop en amont. Voilà, c'est dévié par le premier corner, c'est récupéré par le second defensive back à l'arrière. À ce moment-là du match, on se dit ok, bon, on n'attaque pas sous les meilleurs auspices. Ça continue encore avec les Rams qui continue une fois de plus via Puka Nacua. Ça fait un score de 14-0. On revient ensuite un peu au score avec une course de Chuba sur les 1 yard. Donc 14-7. Field goal des Rams sur la possession suivante. Juste avant la mi-temps, Bryce Young nous trouve l'inspiration à la course. Peut-être inspiré par un certain Cam Newton qui a été le batteur sur ce match en préambule. Donc on remonte un peu au score, 17-14. On a ensuite un kick d'égalisation de notre cher Ryan Fitzgerald au retour des vestiaires un tout petit peu après. Kick des Rams dans la foulée. Et là, un peu un des tournants du match. On a une interception de Mike Jackson. On en reparlera tout à l'heure au moment de parler de la défense. Elle nous remet très clairement dans le match parce qu'ensuite on va avoir une grosse réception également de Jalen Coker. On part de nos 38 yards. Il emmène le ballon jusque sur les 8 des Rams. Excusez-moi. Et Chuba qui nous fait passer devant pour la première fois du match sur le score de 24-20. Ensuite, les Rams malheureusement réussissent à repasser devant notamment avec une passe de Matthew Stafford pour Williams. Ensuite, petit punt bloqué, très très bien pour nous. On récupère avec 4 minutes 12 secondes à l'horloge en plus dans le territoire des Rams. Et là, on a une très belle réception de Jalen Coker. Le placement du ballon est top, le placement de Coker est parfait. On repasse devant, malheureusement on laisse un peu trop de temps sur l'horloge. Les Rams réussissent à passer devant via Parkinson qui il a le contrôle de ses pieds est absolument parfait. Il emmène le ballon dans le coin de la end zone. Voilà, c'est un touchdown et ça finit sur le score de 34-31 pour les Rams. Voilà, pas de victoire cette fois-ci, un retour en play-off, mais j'imagine un sentiment de fierté au vu du match, messieurs. Oui, Franz l'a évoqué tout à l'heure en introduction. Globalement, moi, si je devais dire un mot pour résumer cette rencontre, c'est bravo. Bravo aux Rams, d'abord, d'avoir réussi à se sortir du piège, parce que tout était réuni pour effectivement le traquenard. Bravo au stade, au Bank of America Stadium, qui était bondé, qui était bruyant, qui était vraiment, on sentait que ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas eu ça, et on voyait que c'était là. Bravo au front office d'avoir fait revenir Cam Newton pour l'occasion, pour vraiment être l'étincelle qui mettait un peu tout ça en lumière et en éclat dès le début. Et puis bravo aux Panthers qui étaient un petit peu short à la fin, mais comme on le disait la semaine dernière, on espérait surtout
montrer un beau visage. Et je pense que voilà, on a montré que les Panthers n'étaient pas ridicules en playoff, que voilà, malgré ce bilan à 8-9 et cette qualification un peu à l'arrache, voilà, c'était pas forcément démérité d'être là. Donc oui, quand même globalement très satisfait du résultat, même si on aurait préféré évidemment faire une semaine de plus. Pardonnez-moi. Ce match est très symbolique, je trouve, de la saison et de notre état actuel. Je pense que quand on va aller dans le détail, on va régulièrement dire quelque chose suivi de un petit peu comme ce qu'on a fait tout le long de la saison, ou un petit peu, c'est un peu notre niveau actuel. Et quelque part, ça me va. On n'est ni en dessous, ni au-dessus. On est au niveau qu'on espérait être. On n'a pas arrêté de le dire dernièrement. Le standing au niveau de la saison régulière, là, c'était le cas. Et là, le niveau qu'on affiche, c'était le cas. On a gagné en saison régulière avec un match qui ressemblait beaucoup. Bon, là, la pièce, elle n'a pas tourné du même côté. C'est tout. Et quelque part, ça me choque pas. Et si je voulais rajouter dans la liste des choses qui sont très agréables à voir dans ce match, et un truc dont je suis très très fier, c'est qu'on n'a pas du tout ressenti une pression supplémentaire du fait d'être en play-off. On n'a pas senti que cette équipe jeune, comme le répète souvent Guillaume, jeune, se sentait timide ou pas à sa place. Ou pas à leur place. Ou pas à leur place, tout à fait. Et ça, c'est un truc sur lequel il va falloir construire. Ça, c'est des bonnes fondations. Et on l'avait dit, hein, le passage en play-off, oui, il n'est pas beau, mais il est crucial pour ça. Il est crucial parce qu'il faut construire de l'expérience. Et là, qu'en plus, tu as été bon, naturellement, tu construis sur des bases qui sont bien plus saines. Ouais, exactement. Comme bien sûr, je vous rejoins absolument sur tout ce que vous avez pu dire. On avait vu ce match en semaine 13 où on gagne sur les Rams sur le score de 31-28. Donc un match en fait qui a un peu la même physionomie en fait sur le score final et sur enfin voilà, comme tu le dis, hein, la pièce est tombée du mauvais côté pour nous ce coup-ci. Voilà. Mais vraiment, enfin voilà, j'avais noté sorti par la grande porte. Enfin vraiment, Oui. on arrive avec un bilan de 8-9. On a un peu les commentaires un peu taquins, bien sûr, et c'est normal, c'est légitime parce qu'il y a des équipes qui ont un meilleur bilan que nous. On peut se dire, ok, c'est peut-être pas mérité, bien sûr. Voilà, il y a tout ce débat, ça, il y a aucun souci. Donc là, en fait, il y avait vraiment quelque chose à prouver et il y avait de l'expérience à aller prendre. Et là, ce match, en fait, c'est une défaite, mais c'est aussi une réussite en même temps parce que on a vu qu'il y avait des choses qui pouvaient marcher, que on avait notre place et que maintenant il faut capitaliser là-dessus pour continuer les saisons prochaines. Mais vu ce qu'on a vu sur ce match, je vous propose de basculer tout de suite sur l'analyse, mais il y a quand même des bons éléments. Pardonne-moi, Thomas, juste un truc à rajouter. Et une chose qui vient relativiser également cette saison, on croisait avec qui cette saison? On croisait avec la NFC West. Meilleure division de la NFC, puisqu'elle a 3 représentants dans les 4 derniers. Ouais. Voilà. Et on n'a pas été ridicule, clairement. Non. Voilà. Je t'en prie, pardonne-moi. Non, je t'en prie, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Donc je vous propose, messieurs, qu'on bascule tout de suite peut-être sur la défense. Bon voilà, moi j'ai noté quelques joueurs, je pense que Franz, tu auras beaucoup d'autres remarques à effectuer, mais comment ne pas attaquer peut-être par quelqu'un d'autre que Mike Jackson sur ce match. Vraiment, sur ce match et même sur les derniers matchs, je trouve qu'il a été vraiment un des joueurs pivots en fait, vraiment de cette équipe. Et là, l'interception est phénoménale, elle est top en fait, parce qu'elle est au bon moment, il est au bon endroit. Il n'y a pas cette tentative de l'action de trop, d'un peu du côté un peu chaud. Et en fait, j'ai envie de le coupler même avec Mike Jackson, excusez-moi, avec Derrick Brown sur l'action. Parce qu'en fait, on a Matthew Stafford qui se retrouve tout seul et d'un seul coup, il se retrouve avec un 38 tonnes face à lui. Il n'a plus aucune visibilité. Et ben voilà, bam, il essaye d'envoyer, je sais plus qui est le receveur, vous m'excuserez, Nakua, Davante Adams, pardon. Voilà, il essaie d'envoyer sur Devante Adams, il n'a pas la visibilité. Mac Jackson très bien placé, voilà, ça c'est une action qui nous en fait, clairement, elle change un peu la dynamique de ce match-là parce qu'elle nous permet en fait tout simplement de passer devant sur le drive où on récupère le ballon, quoi. Ouais, c'est une action de Mike Jackson sur ce match, mais moi j'en ai au moins 2-3 autres en tête, parce que là c'est une interception, mais combien de passes déviées et empêchées, enfin où il a empêché la réception. Depuis plusieurs semaines c'est le cas, mais là sur ce match-là,
c'est pas loin d'être le meilleur joueur du match côté Panthers. Il était vraiment partout. Je Ouais, sur les dernières semaines, je suis pas loin de penser que c'est notre meilleur corner, hein. Tout simplement, notre meilleur. Enfin, en tout cas, dans son rôle, parce que c'est vrai, on le disait la semaine dernière, avec Jesse Horn, ils ont vraiment deux profils très différents. Mais là, je pense qu'en tout cas, il a répondu à pas mal de détracteurs qui disaient que les Panthers devaient prendre un corner 2 sur la draft ou sur la free agency ou quoi. Voilà, je pense qu'il a montré là qu'il avait totalement sa place sur ce poste-là. Et il a été vraiment excellent. Je l'ai dit sur le Discord durant le match, mais c'est, pour moi, c'est le meilleur trade qu'on ait fait depuis celui pour Greg Olsen il y a 10 ans, quoi, ouais, 15 ans. Donc voilà, vraiment une super recrue. Et il l'a montré sur ce match-là, encore une fois. Quand tu fais la description, Thomas, de l'action, bref, tu fais la description d'une défense qui est en place et qui fonctionne, hein. Parce que, évidemment, ça part de la ligne et ça arrive jusqu'au bout. Mais, non, vous avez tout dit. Et on parlera de Dan Morgan la semaine prochaine quand on fera le bilan de la saison, bien entendu. Mais Dan Morgan a fait un travail incroyable en allant le chercher et incroyable en le prolongeant, je vous rappelle, à la off-season, sentant le truc. Et petite stat, hein, c'est le meilleur duo de corner à l'interception de la ligue. Donc, et donc ça explique ce qu'on a dit la semaine dernière, hein, c'est juste deux gars qui sont complémentaires par le style de jeu et le shutdown corner est celui qui fait les big plays et entre guillemets, si tu n'as pas Jesse Horn qui est bien en couverture de l'autre côté, bah du coup tu envoies vers Mike Jacks et il a la capacité de faire ce big play. Donc c'est un tout. De toute façon, une défense NFL, c'est collectif. Et lui, il a eu on va dire la bonne idée de prendre toutes les critiques de son drop contre Green Bay et de les mettre dans de l'acharnement sur le terrain et bien lui en a pris. Donc oui, tu as raison de le citer en premier. Ouais, voilà. Clairement, pour moi, c'était comme tu le dis, Guillaume, c'est peut-être le joueur défensif encore plus qui est ressorti le plus. Bon, à noter, on a eu un seul sac sur ce match, hein, pour Travis Gibson. Franz, un petit commentaire sur le pass rush, je pense qu'on va rebondir un peu sur ce qu'on dit depuis le début de saison. Mais... Ouais, c'est pas suffisant, mais le pass rush a plutôt bien marché quand on blitzait. Et je trouve que on a abandonné le blitz à un moment donné. Alors, on va parler d'Evro, je pense, mais le pass rush, il est pas assez bon. Dan Morgan l'a encore dit dans un podcast hier que notre taux de pressure et de sac n'était pas acceptable et il a raison. Moi, je comprends pas qu'on ait fait si peu jouer Princely. Il y a eu des corner blitz qui ont fonctionné, mais là, c'est là que tu vois que chez Relus, c'est compliqué pour lui quand il doit faire un travail de linebacker en couverture, vraiment de middle linebacker pur. Donc, mais quand on a besoin de mettre plus de bonhommes sur la ligne pour mettre la pression sur le quarterback, parce que sinon ça marche pas. Juste le symbole. La semaine dernière, on disait, Guillaume, tu te rappelles que Evro, il avait une capacité il sait pas gérer le premier drive. Et par contre, il sait bien s'adapter. Bon, bah, rebelote. Ouais. Premier drive, hop là, Matthew Stafford dans un fauteuil. Ouais. Mais dans un fauteuil, hein, il y a une action, il fait 6 secondes. Ouais, il a un temps de fou pour faire sa passe. Ouais. Et sans bouger de sa poche. Donc, c'est pas Caleb Williams non plus. Et on a su un petit peu s'adapter. Je trouvais qu'il y a eu... plus de man coverage, un peu moins de cover 3, cover 2, cover 3 qu'on fait d'habitude, avec des zones souvent douteuses, et j'espérais comme moins en voir, étant donné qu'on n'a pas Trevin Wallace, et qu'on jouait avec Cherelus et Roseboom, et que tu évites quand même de mettre trop sur Cherelus. Et puis j'ai aimé des moments d'agressivité. Mais force est de constater que c'est pas suffisant. Derrick Brown, vous en a parlé. Alors, il fait un bon match, mais il a souffert, le pauvre.
Il a souffert au milieu de terrain, au milieu de la ligne, pardon. Et, et c'est là qu'on voit aussi que la fatigue se fait ressentir. Un Deshaun Robinson Il était en galère. beaucoup moins présent. Et c'est là que tu vois que les deux, Deshaun Robinson pourra pas, on l'avait dit plusieurs fois, ne peut pas bien jouer si Derrick Brown n'est pas à son top niveau sur un play. Donc oui, le pass rush, mais le pass rush, on reparlera d'Evro. Le pass rush, il est au niveau qu'il a été en fait toute cette saison, c'est-à-dire en dessous de la moyenne. Ouais, pour le coup, on a eu 0 surprise sur ce match à ce niveau-là. Des top corners, comme on le disait, ils ont répondu présent, et une absence de pass rush qu'on a vu assez flagrante. Et comme tu le disais, ouais, en fait, on prend 14 points dans le premier quart-temps, enfin en tout cas en début de match, et après on n'encaisse plus de touchdown jusqu'à la deuxième moitié du dernier quart-temps, quoi, grosso modo. Donc on a eu vraiment la défense qui a réussi à s'améliorer sur cette partie-là. Alors, a priori, il y a quand même eu cette action où Matthew Stafford tape, je ne sais plus si c'est le casque d'un défenseur ou quelque chose avec sa main droite. Ça l'a probablement gêné. Quand tu regardes, il était à 8 sur 8 à la place et à la passe, et il était après à 3 sur 11 ou quelque chose comme ça après le choc. Donc j'imagine qu'il a dû être un petit peu embêté pour ça. Et ça a dû jouer, mais voilà, ça rejoint ce qu'on disait, que Evro savait s'adapter en cours de match. On l'a vu, et malheureusement, ben voilà, ça a tenu jusqu'à 3 minutes de la fin, quoi. Alors, encore que. En fait, il a su s'adapter, oui, mais les Rams se sont très bien adaptés aussi. Les Rams démarrent avec un 11 personnel, donc un running back, un tight end, et leur objectif était de jouer beaucoup sur les extérieurs et de profiter du retour de Davante Adams, ce qui n'a pas très bien marché. Les big plays ont été au milieu de terrain. Et il a vu que ça marchait pas très bien. En deuxième quart-temps, il souffre un peu, il se fait intercepter sur l'extérieur, les plays sont plutôt bien suivis dès qu'on est proche de la ligne. Et donc, du coup, on a vu un changement complet de stratégie côté Rams qui sont passés à du 13 personnel, donc heavy set. Et là, comme par hasard, plus de ballon sur l'extérieur. Oui. Il a bien remarqué que les corners étaient très bons ce soir-là. Donc, qu'est-ce qu'on va targeter ? Le milieu de terrain. Oh, dis donc, c'est pas la première fois qu'on dit ça cette saison. Et qu'est-ce qui se passe ? Le touchdown de la gagne, il est pour un tight end. Ouais. Donc, c'est une démonstration tactique de la part des Rams. Et je voudrais, moi, passer 30 secondes à vous demander, messieurs, pourquoi, quand on est devant, Evero se fait caca dessus et décide de faire une soft zone pendant 2 minutes, histoire de laisser bien une dizaine de yards entre les défenseurs et les receveurs, qui n'ont juste qu'à couper au milieu de terrain pour faire big play sur big play. Quand on dit big play, c'est une quinzaine de yards. Mais bon, avec un Matthew Stafford, les 4 fois 15 yards, ça va vite. Hein. Moi, il faut qu'on m'explique pourquoi on a changé complètement. Alors oui, Jesse Horn était en protocole commotion sur le dernier drive. Je pense que ça joue. Je pense que ça joue dans la agressif. Décision. Mais il va attaquer Stafford. Alors a priori, j'ai pas revu le drive entièrement. Par contre, de ce que je lisais, il y a notamment Joe Person, le journaliste de The Athletic qui couvre les Panthers, qui disait que il y a quand même eu du blitz envoyé sur 3 des 7 actions, quelque chose comme ça, ou 4 des 7 actions, je sais plus. Et juste que les Rams l'ont bien pris, l'ont bien bloqué, et du coup forcément derrière ça ouvre. Mais le fait qu'il y ait des trous. Ah mais c'est l'extérieur mon problème. En fait, toutes les passes, elles sont faites surtout sur l'intérieur. Oui, mais non, l'extérieur, pardon. C'est les défenseurs extérieurs qui, du coup, ne pressent pas du tout, sont à 15 yards de leur receveur, ce qui permet d'avoir une énorme distance pour les receveurs pour venir couper le terrain. En gros, on avait l'impression qu'on était en troisième down tout le temps. Ouais. On avait la stratégie troisième down en permanence. Mais parce qu'on avait peur du big play. Le problème, c'est qu'on s'est pris que des big plays, en fait, parce que on reculait.
Et on a rompu bien. Alors oui, le touchdown de Parkinson est magnifique. Ah, voilà, là, la passe est tu magnifique. peux pas faire grand-chose. Tu Là, peux rien faire. Trevon Murray qui défend bien. Il est là. Genre, l'autre, il réussit à l'attraper. Il met les deux pieds. Il a 4 cm pour mettre ses pointes de chaussures et réussit à les mettre. Voilà, il n'y a rien à dire. Non, mais c'est certain. Mais toute la remontée de terrain, moi, je comprends pas ce que font nos défenseurs extérieurs et safety. Je prends tous les DB là-dedans. Pourquoi ils sont aussi loin des potentiels receveurs, des receveurs éligibles. Moi, je pige pas ça. Donc, j'aurais aimé qu'on remarque quelques tentatives un petit peu agressives. T'as ton corner numéro 1 qui est pas là. Profites-en. Profites-en pour être encore plus agressif, pour mettre plus de gens dans la boîte. Et viens couvrir ce milieu de terrain. Je trouvais que c'était beaucoup trop facile pour les Rams d'aller chercher des ballons. Ouais, c'est quelque chose qu'on a pu voir aussi par moment durant la saison, comme ça des couvertures où voilà, le DB il est à 4-5 yards, 6 yards de son receveur sur le snap, et c'est vrai que à ce niveau-là, quand en plus tu as un quarterback comme Stafford en face, ça fait un big play derrière. Donc ouais. Voilà, ouais. Et puis tu le vois on l'a tous vu que Nick Scott il fait un match de merde. Ouais. On le voit tous. Ouais, alors, il est à 2 doigts de se sauver avec cette interception. Oui, non, mais qui est pas loin, mais c'est vrai que le reste du match, il est cata. Oui, mais je suis pas content. Moi, je l'ai insulté pendant 10 minutes. C'est interception. Non, mais c'est le tournant du match. C'est le tournant du match. Oui. Le fait qu'il rate cette interception, il y a touchdown après. Oui. C'est le tournant du match. Ah non, mais clairement. T'as Nakua qui se mue en corner et qui fait et putain, c'est frustrant parce que putain, si t'as pas ce touchdown, la physionomie du match elle est complètement échangée et potentiellement là on serait en train de faire une preview à la fin du Panthers. Complètement. Quelque chose à ajouter sur la défense, messieurs? Je pense pas. Voilà, on a mentionné Nick Scott, mais on va pas faire trop longtemps sur lui. Je pense qu'on a déjà assez d'honneur là, mais c'est vrai qu'il passe au travers clairement. Et puis tu mentionnais Cherelus, faut quand même rappeler, c'est un linebacker 3 à la base. Il est censé être remplaçant, donc déjà, c'était déjà, il a bien répondu durant la saison. Voilà, il a un peu passé au travers de son match sur celui-là. Et vous avez, les auditeurs ont eu pas mal de questions sur l'avenir, enfin le bilan de la saison, l'avenir et tout. On parlera d'Evro la semaine prochaine quand on fera cet épisode bilan. Vous inquiétez pas, on parlera des Giro et peut-être qu'on aura eu des news par rapport à lui puisqu'il fait des entretiens pour des postes de head coach. Pour l'instant, il est sous contrat encore. Il a fait Raiders déjà. J'ai vu qu'il doit aller voir potentiellement. Les Falcons ont demandé. Atlanta, la petite nouvelle là, c'est les Steelers là aussi. Raiders, Steelers et je rappelle aussi qu'il y a une règle comme quoi il faut aussi faire le plus possible il y a un certain nombre minimum d'entretiens désolé du terme, je l'aime pas, mais de gens de la minorité, voilà, c'est comme ça que c'est décrit, la Ronnie Rule, et donc du coup, il y a un peu de ça, parce que comme tu le dis Guillaume, il est sous contrat, donc ça veut dire qu'il faudrait trader pour Ejiro Evero. J'aime bien Ejiro Evero. C'est pas un head coach. Ah oui, t'as raison. Du coup, comme il est coordinateur, il pourrait accepter un poste de head coach. Ce serait une promotion. Dans le même sens, pareil, on va pas faire trop long sur le sujet, ce sera plus pour la semaine prochaine. Mais Tillis, pareil, il est assistant de GM et il a fait un interview pour être GM des Falcons notamment. Pareil, c'est un move, c'est une promotion, on va dire. Donc il n'y a pas de règle de blocage ou de choses comme ça. T'as raison. Place à l'attaque. Let's go. Bryce Young, 21 sur 40, 264 yards, un touchdown, une interception, 2 sacs encaissés pour lui. Et aussi 3 courses, 24 yards et un touchdown très inspiré. Juste avant la mi-temps, franchement, c'est je pense ce qu'il fallait et ça a été un peu une des étincelles en fait qui ont permis d'avoir cette espèce de feu en fait sur la deuxième mi-temps. Hormis cette interception en début de match où Elle est pour qui, Thomas, l'interception ? Je suis partagé parce que en fait, j'ai l'impression que Coker arrête sa course, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que Bryce l'envoie un tout petit peu trop devant lui.
C'est mon sentiment. Alors, j'ai pas revu l'action en détail avant. Voilà, j'ai pas fait mon travail. Mais sur mon ressenti à ce moment-là, en voyant le replay sur le match, c'est mon impression à ce moment-là. Moi, je sais que sur l'action, je me rappelle avoir dit pourquoi il s'arrête. Parce que le premier truc que j'ai vu, c'est Coker qui arrête sa course. Et en fait, la passe de Bryce Young, si Coker il continue sa course, elle est posée au bon endroit. On a dit plusieurs fois dans la saison, la passe elle est trop derrière ou J'ai elle l'impression est pas qu'elle est quand même assez un peu devant. devant. Là, pour le coup, elle est là où elle doit être si Coker arrête pas sa course. Et après, quand tu regardes le ralenti, tu vois que effectivement, il a 2 défenseurs qui arrivent. Alors je sais pas, est-ce qu'il a eu peur du contact? Est-ce qu'il pensait pas que la balle allait lui arriver? Ou je sais pas. J'ai pas réussi non plus à mettre une responsabilité, on va dire, sur cette interception. Je me dis que c'est difficile pour Bryce Young de contrôler la fin de l'action. Si son receveur s'arrête, entre guillemets, lui, il y est pour rien parce que la balle elle est déjà partie. Mais c'est pas un cadeau qu'il lui fait forcément non plus, quoi. La passe est bonne mais dangereuse. Puisqu'il y a même Il y a 2 trois défenseurs joueurs pour le coup. autour. Ouais. Mais par contre, elle est placée là où il faut, quoi. Ouais, Mais c'est donc, ça. je reverrai, mais j'ai l'impression que Coker, il est un peu contacté avant, à la fin de Ah, son au moment où il virage. tourne, je sais pas. Et donc, c'est ça qui fait que, bon, bah, je suis plus dans le timing, je m'arrête parce que Ouais. je montre pas le truc. Mais bon, mais j'imagine que Thomas, tu voulais nous demander ce qu'on avait pensé de Bryce Young dans ce match. Eh ben, il a été bon. Il a été très bon. Il a été tout ce que je voulais voir de Bryce Young au sortir de cette saison. L'aspect leader, clutch et capable d'improviser. Encore une fois, la ligne, elle a souffert. On a perdu Ikem Ekwonu Pour la saison même assez prochaine, tôt. quasiment. Ouais, c'est... Entre 6 et 12 mois, globalement. Ouais, donc c'est plutôt très grave. On en reparlera la semaine prochaine. Josh Nijman a été correct. Au niveau d'un 11 tackle remplaçant, quoi. Voilà, d'un swing tackle. 11 sur 20, ce qui est bien mais pas top, comme on C'est dirait ça. dans un certain film. Mais je trouve que Bryce a vraiment montré qu'il était fait pour ce genre d'événement, en fait. Et marquer 31 points, alors certes, il y a 2 touchdowns à la course, hein, mais la course n'a pas été incroyable sur le terrain. Elle a été bonne en red zone, mais elle n'a pas du tout été incroyable sur le terrain, mais parce que la ligne n'a pas été incroyable non plus. Robert Hunt revenait de blessure et on voyait qu'il avait besoin de jouer pour reprendre le rythme. Le premier quart-temps est catastrophique de Robert Hunt, mais bon, je lui en veux pas. Donc du coup, très difficile d'établir le jeu de course, donc du coup, très difficile pour Bryce de prendre du rythme, d'avoir des plays, et ainsi de suite. C'était plutôt facile de défendre en face. Et néanmoins, il a été excellent, et on parlera évidemment du MVP offensif plus tard, mais ça a été le patron sur le terrain, et ça se voyait que c'était le patron sur le terrain. Il est en Et maîtrise. c'est ça qui m'a plu. Ouais, bah, le petit Napoléon, comme j'aime bien l'appeler quand il marche bien. Ouais, et puis c'est vrai que, tu vois, on n'a pas du tout eu cette image qu'on pouvait avoir de lui en début de carrière, tu vois, de ce petit homme, alors j'allais dire chétif, mais pas tant que ça, il est quand même, par rapport au commun des mortels, ça va, mais c'est sûr qu'à côté de ces gros gaillards, bah, il fait un petit peu freluquer. Mais là, voilà, on a senti un joueur qui était, comme tu le dis, en contrôle, vraiment en leader. Le côté clutch, c'est pas la première fois qu'on le dit. Et voilà, tu lui enlèves cette interception. Est-ce qu'elle est pour lui? Est-ce qu'elle n'est pas pour lui? Je sais pas quoi. Il fait le match qu'on Qu'il doit pouvait faire, espérer. Voilà, Exactement. il est au niveau de ce qu'on attendait. Il a été très bon. Voilà, il a été très bon. Il a juste raté ce dernier drive offensif à la fin où ça, moi, j'avoue que tu vois, toi, tu avais des questions sur la couverture d'Evro sur ce dernier drive. Moi, je comprends pas. J'avais l'impression qu'il voulait. Alors, pas forcément Bryce Young, hein, ça vaut avec Canales, mais qui voulait faire 60 yards sur une action, quoi. Alors qu'il y avait le temps. Il y avait 40 secondes d'horloge. Tu pouvais aller chercher 10 yards par-ci, 10 yards par-là.
Et pourtant, il avait tendance à aller vouloir faire des grosses passes. J'ai pas trop compris, mais sinon sur le reste du match, il est très très bon. Il fait des passes. La passe de touchdown vers Coker, elle est juste parfaite. Pour te dire, même on disait la semaine dernière que quand Bryce Young lance sa balle, on sait tout de suite si ça va faire touchdown ou interception. Je vais être honnête, quand je l'ai vu partir, j'ai dit à qui il la lance, il la balance, il n'y a personne. Je voyais même pas Coker tellement il était bien couvert par le défenseur. Avec l'angle de la caméra, tu le voyais pas. Et au moment où la balle part, je me dis putain, mais il y a personne à qui il l'envoie là. Il s'en débarrasse ou quoi? Tu le vois pas aussi parce que le play est superbement bien dessiné et qu'en fait, du coup, il y en a 2 qui vont à l'intérieur et lui qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Et ce qui fait que du coup, tu as cette espèce de 5-6 joueurs là qui sont sur 5 mètres carrés et tu sais pas qui va où. Et c'est génial. Moi, j'ai eu l'impression que l'action, elle durait 1 minute. Ouais. Ça a pris du temps, tu vois. C'était beau. J'ai exulté comme jamais. Je trouve ça magnifique. Et oui, la passe, elle peut pas être meilleure que ça. Donc, c'est clair. Il en a fait plusieurs. Hein. Ah oui, oui, il en a fait plusieurs qui sont Sur vraiment très Coker, très belles. surtout Et... aussi, ouais. Voilà, sur Coker, Macmillan, encore plus de 80 yards, hein, l'air de rien, le pépère. C'est ça, 5 réceptions, 80 yards pour lui. Donc, non, très très bon match de Bryce Young. Et voilà, on l'a dit de toute façon, un Bryce Young, quand il joue comme ça, il est au top niveau comme ça, il est il est un franchise quarterback. Voilà. Oui. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il réussisse à faire ça sur 17 semaines et un peu plus, espérons-le. Mais voilà, c'est ce qu'on veut voir d'un quarterback sur un match comme ça. Pour le coup, là, il n'y a pas grand-chose qu'on peut lui reprocher sur cette partie. Quoi. Et il court bien, ce con. Hein. Ouais. Donc, ça peut être... C'est quand même... On l'a dit plusieurs fois, nous, à ce micro, que ça pourrait être intéressant quand même de designer quelques courses pour lui, parce que personne aura anticipé ça. Donc, jouons là-dessus, parce que le petit cadrage débordement, si j'ai envie de réutiliser mes années rugby, il est magnifique. Le hein. touchdown, il est incroyable. Son touchdown au sol, il est magnifique. Le seul truc qui lui manque, c'est qu'il faut qu'il apprenne à slider quand il est dans le milieu du terrain. Ça, on voit que c'est pas encore naturel. Mais c'est vrai que ce départ à la course, là, il est incroyable. Ouais. Et ouais, bon, pour conclure aussi sur la course, qu'on mentionnait, qui n'avait pas toujours très bien marché sur ce match. Hein, voilà. Chuba, 13 courses, 46 yards de touchdown. Rico, 5 courses, 9 yards. Bon, on a bien compris dans ses déclarations d'après-match qu'a priori, on ne devrait pas le revoir chez nous la saison prochaine. Voilà, il veut quelque chose avec un rôle un peu plus important. Il n'a pas compris spécialement pourquoi son nombre de carries avait diminué sur la deuxième partie de saison. Donc voilà, on va repartir clairement avec Chuba la saison prochaine. Mais on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Je vous propose du coup qu'on bascule sur le MVP du match, Jalen Coker. Ouais. Jalen Coker, 9 réceptions, 134 yards, un touchdown. Un positionnement absolument parfait, du coup, comme on le mentionnait sur ce touchdown. Je dis sur ce touchdown, mais en fait, c'est sur toutes ses réceptions ou presque, en fait, tout simplement. Il réussit à faire sa différence avec le vis-à-vis au bon moment. Il emmène le ballon. Il y a cette grosse réception où on part de nos 38 yards, il l'emmène sur les 8 yards adverses. Enfin, franchement, il nous fait un match qui est absolument fantastique. Spoiler, hein, mais on en parlera encore la semaine prochaine, mais il va y avoir très clairement quelque chose à faire pour lui dans cette équipe, quoi. C'est pas pour nous lancer des fleurs, mais depuis 2 ans quasiment, ou au moins 1 an, on dit il y a 2 joueurs qui sont hyper sous-cotés et hyper importants dans cette équipe et qui sont incroyables et dont personne parle. C'est Mike Jackson en défense et Jalen Coker en attaque. Et les deux sortent leur meilleur match pour éclabousser de leur partie de terrain sur ce match-là de play-off. Jalen Coker, voilà, c'est des catchs incroyables, des yards after catch, il est très très bon une fois qu'il a le ballon en main, et des routes qui sont parfaites. Tu vois, on a T-Mac qui fait 80 yards, et ça paraît presque un match lambda, tellement il est éclipsé par Coker. T'en oublies presque le match de T-Mac à côté, quoi. Il a vraiment
Voilà, c'était lui, c'était son match. Il a vraiment dominé le backfield défensif des Rams en saison régulière. C'était Macmillan qui avait mis le touchdown de la gagne. Ben là, c'est Coker qui a failli le faire, mais il a été monstrueux. Comment voulez-vous qu'on soit pas impatient ben ouais, de revoir ça? Enfin, oui, Guillaume a tout dit. C'est un panel de ce qu'un top receveur doit faire. Du, du, du catch contesté, du yard after catch. Il y avait de tout, quoi. Il a montré, c'était une démonstration de toutes ses capacités. Et oui, on l'avait dit qu'il fallait pas mettre Coker dans un rôle précis. Voilà, on l'avait dit. Mais et c'est tant mieux qu'il explose aux yeux du monde. Et il le fait quand même au bon moment, puisqu'il aura un contrat à négocier, donc, puisqu'il est free agent. Donc bravo à lui. C'est un mec qui a vraiment prouvé de belles choses. Et, et c'est super pour nous. Et espérons que ça dure, quoi. Là, a priori, ton duo de receveurs 1 et 2, tu les as, quoi. Enfin, en tout cas, Ah bah, voilà. Là, t'en as un qui fait la gueule, hein. Ah bah lui, pour le T'en as coup, un il est un qui peu fait la passé au gueule. travers de son match aussi, hein. Donc, voilà. Et Ah, puis- il en est cantonné à des rôles de kick returner. C'est incroyable. Quand j'ai vu ça, j'ai Ouais. fait oh, Bah ouais. oh, le message. Ah mais oui, mais parce que les quelques fois où tu essaies de le trouver en attaque, c'est pas ça. Soit c'est un drop, soit il est pas dans le timing, la route est pas bonne. Mm. Et On parle ouais. de Xavier Liguette, hein, pour ceux qui Oui, n'avaient pas pardon, compris la blague. évidemment, on parle de Liguette. Mais voilà, il est plus receveur 2. Alors pour nous, ça fait un moment qu'on le dit, mais là, clairement, tu le vois dans la hiérarchie, dans les déclarations. Ah ouais. 27 snaps, hein, pour Excel. C'est quand même très, très, très léger. Mais bon, encore une fois, voilà, à un moment donné, la NFL, hein, c'est pas rigolo, hein. Tu performes pas, tu joues pas. C'est comme ça. Il y a c'est bien qu'il y ait de la concurrence. Mais la chose quand même que je voulais dire sur un point de vue global, c'est que parce que il y en a un, enfin il y a encore un autre turnover, hein, qui a eu lieu avec Trevor Etienne. 17-14 à la mi-temps, au vu de ce qui s'est passé quand même, ça aurait pu être bien pire, hein. Oui. On va quand même aussi remettre Oui, l'église oui. au centre du village. Ça aurait pu être bien pire. Heureusement que deuxième quart-temps, la défense step up énormément, parce qu'on se met des bâtons dans les roues tout seul. Et j'ai pas envie, je veux pas lui jeter la pierre, hein, mais vous regarderez quand même le dernier drive offensif chez nous. Le drop de Jimmy Horn, si vous regardez le All 22, c'est direct, au moins en red zone, hein, vu Ouais. l'espace qu'il y a, s'il catch le ballon. Ouais. Au moins en red zone, voire plus. Ouais. Le design du jeu est magnifique. Il amène les safety et linebackers à gauche pour en laisser qu'un seul à droite, que Jimmy Horn bat de vitesse. Et il ne catch pas le ballon, il le drop. Mais vous le reverrez, j'en veux pas à Jimmy Horn parce qu'encore une fois, il joue peu et que... Puis elle est un peu basse aussi, la passe peut-être. Elle est un petit peu ouais, de basse. mémoire, ouais, c'est ça. Oui, voilà, je comprends. Ouais. Néanmoins, on n'est pas passé loin de faire quelque chose, même dans les 30 dernières secondes. Mm. Donc, offensivement, je trouve qu'il y a eu il y a eu quand même un bon travail de fait dans la préparation du match. Et on voit qu'il y a du travail de fait dans certains scénarios, tu vois, comme Ouais. le 2-minute drill. Ouais, c'est ça. Vous vous rappelez quand il y avait Matt Rule et que les joueurs disaient qu'ils Ouais, travaillaient ils jamais le travaillaient pas 2-minute ça, drill. ouais. Mais Bah, là, ça travaille. et tu vois, et ça m'a refait repenser un peu au match de Green Bay où tu vois dès le début avec ce kick où tu décides de laisser le toss, de kicker parce qu'à la fin tu vas avoir le vent Ouais. avec toi au cas où. Tu vois, on sent que le truc est quand même réfléchi un minimum et
on va en parler 5 minutes tout à l'heure, mais moi je ne comprends pas trop toutes les critiques. Alors il n'est pas parfait, hein, mais pour lui aussi c'était une première en playoff Canales, et je trouve que quand même globalement il y a une progression sur la saison, il y a des appels de jeu et des designs comme tu le disais qui sont quand même vachement bien pensés, et c'est pas parfait bien sûr, mais quand même moi je trouve qu'il a fait un très très bon boulot aussi. Comme tu le rappelais, à 14-0 en début de match, on était quand même pas loin de penser que ça allait être la piquette quand même. Et l'équipe est restée concentrée sur le truc. Je me demande quand même s'il n'y avait pas un petit peu de pression de playoff, au moins en début de match. Tu vois, tu disais qu'ils avaient bien répondu. Je sais pas, peut-être il y avait un petit peu de pression au début pour pas mal de joueurs. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, moi je trouve quand même que en termes pour rebondir sur ce que tu disais sur cette action sur Horn, il y a quand même des beaux schémas qui ont été mis en place. Et voilà, moi je retire quand même beaucoup de positifs de la préparation et du game plan mis en place par Canales et le coaching staff. Mais globalement, sur le match, quand on nous écoute, il y a 80% de positifs et voilà, Ouais. et 20% à travailler parce qu'encore une fois, on avait dit qu'il fallait 30 points pour gagner la semaine dernière. Là, ça a failli être le cas. Voilà. Donc, mais c'est de bonnes choses qu'on a maintenant en vidéo et sur lesquelles on va pouvoir bosser, apporter les pièces supplémentaires qu'il faut pour maintenant gagner plus régulièrement. Tu parlais de Dave Canales, je propose qu'on en parle dans la question qui suivra un tout petit peu après. Je trouve que ça permettra d'éviter un doublon. Bon, après moi ce que j'ai noté, hein, c'est que bon, on a le punt bloqué nous vient de Isaiah Simmons. Alors j'ai trouvé ça ouais. Ancien de Clemson. C'est ça, il y a eu voilà, je me suis dit tiens, c'est vrai qu'il est chez nous. Et puis bon, Fitzgerald, encore une fois très solide sur ce match-là. Voilà, franchement. Sam Martin aussi. Hein, Sam Martin qui aussi, fait un ou ouais. deux très 53 beaux punts, yards hein. de On l'a pas moyenne, beaucoup mentionné cette saison, mais il est parmi les meilleurs punters cette saison. Voilà, globalement, Fitzgerald, je trouve un des très bons ajouts de cette saison. On avait un tout petit peu peur en préambule par moment, mais pas du tout. Au final, il a montré qu'il était à sa place. Moi j'avais confiance en lui. Non, dès le début, j'étais dans l'expectative. C'était mon petit gars sûr, je le sentais bien. Si vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on bascule sur la question de la semaine, ou c'est tout bon pour vous? C'est tout bon. On a fait le tour, je pense. Eh bien, cette semaine, donc du coup, comme le mentionnait Franz tout à l'heure, on a eu beaucoup de questions. On vous avoue que c'est des questions qu'on reporte à la semaine prochaine parce que, voilà, c'est des questions qui sont plutôt sur la dynamique de la saison. Qu'est-ce qui va se passer cette intersaison? On fera le bilan la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, on répondra à celle-ci. Cette semaine, question de Mip Kapzakov qui nous demande quelle différence en attaque entre les moments où cela a très très bien fonctionné et les moments où ça n'a pas du tout fonctionné. Le play calling, l'exécution des plays. Guillaume, tu parlais un peu de Canales tout à l'heure, si tu veux te lancer, je t'en prie. Justement, ouais, moi le truc c'est que j'ai pas vu une énorme différence. Tu vois, ça se joue sur des détails, hein. Tu vois, la passe de Horn, comme on disait, c'est le bel exemple. Si elle est lancée un tout petit peu mieux, tu vois, un tout petit peu plus au meilleur endroit, ça fait touchdown et on est en train de débriefer une victoire et on fait la preview du match la semaine prochaine. Donc il y a eu des petits trucs comme ça, il suffit d'un bloc, d'une glissade sur un endroit. Je t'en rajoute un. Je t'en Ouais. rajoute une. Le drop de Chuba sur une screen. Ouais, sur la voilà, gauche. celui-là, il y a 50 yards de terrain devant. Il y a 50 yards. Voilà. Et voilà. Alors, elle est peut-être lancée un peu en avant de Bryce Young, ou alors la course de Chuba est un peu vers l'arrière. J'en sais rien. Tu vois, ça se joue vraiment au centimètre là-dessus, quoi. Mais voilà, c'est vraiment des mini détails de rien du tout, mais qui malheureusement soit arrivent pas au bon moment, soit ont des grosses conséquences. Il y a 2 quatrièmes tentatives qui passent pas. Aussi, on l'a pas dit sur le match. La première, alors. T'as le droit de te donner à ton running back là quand même. Voilà. Désolé, 4ème et 1, t'y vas. Ouais, tu donnes quoi. Je sais pas trop. Là, à un moment, voilà, il faut. Et la deuxième, elle est dans la zone neutre, j'allais dire. T'es trop loin pour un field goal, mais t'es trop près pour un punt. Donc oui, il faut y aller aussi. Donc moi, j'ai pas de problème avec ces décisions là.
le problème des quatrièmes tentatives, c'est que tu les juges tout le temps sur le résultat, pas sur le choix de est-ce qu'il fallait y aller ou pas, puisqu'en fait tu dis juste si elle est réussie, bah oui il a bien fait d'y aller, si elle est ratée, ah bah non il fallait pas la faire, c'est un peu facile. Oui. Voilà, donc la deuxième, moi j'ai absolument aucun problème à y aller, parce que de toute façon la zone de terrain fait que tu dois y aller. La première, bon effectivement tu es dans ta moitié de terrain, mais c'est le début de match, tu as une 4e et 1, va, tu peux faire confiance à ton running back, c'est plus l'appel de jeu moi qui m'a surpris. Mais, non, moi, j'ai pas de problème sur le coaching sur ce match-là, quoi. Ouais, enfin sur Canales. Enfin, sur Canales, oui, pardon. Ouais, moi non plus, j'ai envie de dire. Mis à part le script de la première action, j'ai pas trop compris parce que j'ai pas compris s'ils voulaient. Les receveurs disent toujours, généralement quand un receveur fait un très grand match, il construit un momentum dès le début. En catchant des ballons, tu sais, simple, au démarrage, pour chauffer, gagner de la confiance et tout. J'ai pas trop compris ce qu'ils voulaient faire là. On ne sait pas s'ils voulaient installer le jeu de course, s'ils voulaient installer Bryce avec des petites passes faciles. Il y avait un mélange des deux un peu bizarre. J'ai pas compris où il allait. Mais mis à part ça, non, au contraire, je trouve qu'il a su exploiter la forme de Bryce pendant le match. Je pense qu'il y a eu une très bonne communication entre les deux. J'ai comme l'impression qu'ils se sont compris, tu vois, ils étaient on n'a pas toujours dit ça dans la saison. Non. Là, le jeu de course c'était pas ouf, du coup, on a tenté des trucs, on s'est pas fait caca culotte quand on était trop proche de juste devant ou juste derrière, comme on pouvait le faire souvent. Non, on a pris les prises comme il fallait. Le touchdown de Coker, on a parlé du play. Il y a du risque, hein. C'est osé, l'appel de jeu il est magnifique, et c'est pas un truc qu'il aurait fait souvent avant, donc non, pour le coup, Canales, je le laisse un peu tranquille sur ce match. Et tu l'as dit, Guillaume, et tu as parfaitement raison. C'est également son premier match de playoff en tant qu'head coach. Voilà, donc. Qui plus est, face à Sean McVay, qui est un top coach. Oui. Voilà, donc il avait aussi un gros défi. Et pour le coup, il avait bien identifié le fait que le point faible de cette défense des Rams, c'était le backfield. Et du coup, il a dit à Bryce, vas-y, je te fais confiance, exploite la faiblesse. Et on a vu le résultat, ça fait 31 points. Bon, malheureusement, il y en a 34 de l'autre côté. Mais sinon, offensivement, moi, j'ai pas vraiment de reproche à faire, quoi. Moi non plus. Pas mieux. Franchement, vous avez fait le tour. Moi, je pas mieux à ajouter. Du coup, bien sûr, cette semaine, pas de preview du prochain match. Voilà, comme vous l'aurez compris. Preview de la semaine prochaine, par contre, du prochain podcast. Donc, comme on l'évoquait, on va revenir un peu sur la saison. On va répondre un peu à vos questions. Et on va voir un peu les décisions qui vont pouvoir être prises cette intersaison. Sachant que, petit spoiler, l'option de 5e année de Bryce Young va être levée. Dan Morgan l'a confirmé en début de semaine là, dans une conférence de presse. Donc voilà, on sait que l'option de 5e année va être activée. On vous sent venir, on ne draftera pas un quarterback au premier tour. Ça a été voilà. Franz, avant qu'on se quitte, je crois que tu avais une petite annonce à faire. Ouais, dimanche 8 février pour le Super Bowl, n'hésitez pas à venir du côté de la Gare du Nord à Paris, où il y a une soirée que j'organise avec les équipes du front office et les équipes de Fantasy Ballers, au Bellucci's, Gare du Nord. Donc le lien pour s'inscrire sera sur Twitter. On va le mettre sur Twitter sur le compte de Panthers FR. Voilà, sachez qu'il va y avoir des jeux avec des lots à gagner. Et puis il va y avoir un magnifique Qui veut gagner ses milliards, donc qui est la version de Qui veut gagner des millions, mais version NFL. Faite par le front office avec deux invités exceptionnels de TDA qui sont Victor Roulier et Grégory Richard. Donc on va bien se marrer à partir de 19-20h. Il va y avoir plein de jeux jusqu'au match. Et puis il y a de la bouffe, il y a à boire, il y aura tout dans des conditions exceptionnelles avec des télés partout, le son à fond et surtout, on ramène toute la communauté de fans des passionnés, de foot US. C'est que des passionnés. Donc venez rigoler avec nous et passer une bonne soirée.
le lien sur Twitter. Exactement, on le mettra sur Twitter, on le mettra aussi dans la bio de l'épisode sur Spotify, donc comme ça, voilà. Vous pourrez vous inscrire si vous le souhaitez. Messieurs, encore une fois, un plaisir de vous avoir retrouvés pour ce 95e épisode. Comme d'hab. Et puis, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'écoute, et puis on vous dit à la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao. Salut. Et keep pounding.